Je n'oublierai jamais le moment où j'ai découvert le téléphone de Sofia, encore connecté en direct sur Instagram, l'écran fissuré posé sur le marbre froid de sa salle de bain de l'avenue Montaigne, tandis que 15 000 spectateurs continuaient à regarder le vide en se demandant pourquoi l'influenceuse la plus suivie de Paris avait subitement disparu de l'image. Le robinet doré coulait encore, mêlant l'eau tiède aux gouttes de sang séchées sur le lavabo en cristal de Baccarat. Comme son assistant personnel depuis 3 ans, j'avais accès à tous ses codes, à tous ses secrets, mais ce matin du 15 novembre, rien ne m'avait préparé à découvrir l'appartement dans cet état de chaos calculé. Les tiroirs de son bureau Louis XVI étaient ouverts, vidés de leurs dossiers les plus sensibles, ceux qu'elle gardait sur les épouses de ministres et leurs escapades à Monaco. Sofia Delmar n'était pas une influenceuse ordinaire. Elle était devenue, à 28 ans, l'arme secrète de ceux qui voulaient te faire tomber leurs ennemis politiques, utilisant ses 100 millions d'abonnés comme une armée numérique capable de détruire une réputation en quelques heures. Sa beauté slave, héritée de sa grand-mère russe et son français parfait, lui ouvrait toutes les portes de l'Élysée aux Fouquet's. Cette nuit-là, elle m'avait appelé à 3h du matin, la voix tremblante, me suppliant de venir récupérer une clé USB cachée dans le double fond de son coffre-fort Hermès, murmurant des noms que je n'ose encore répéter. « Thomas, si quelque chose m'arrive, promets-moi de donner ça à Mathilde Sinclair du Monde. Elle saura quoi en faire », avait-elle chuchoté avant de raccrocher. 6 heures plus tard, Sofia avait disparu, laissant derrière elle un mystère qui allait ébranler les fondements du pouvoir français et révéler des vérités que certains étaient prêts à tuer pour protéger. Permettez-moi de me présenter, Thomas Beaumont, assistant personnel et confident de Sofia Delmar pendant les 3 années les plus intenses et dangereuses de ma vie. Diplômé de Sciences Po, j'avais rejoint son équipe en pensant gérer simplement l'agenda d'une influenceuse mode, ignorant que j'allais devenir le gardien des secrets les plus explosifs de la République française. Sofia évoluait dans un univers où les déjeuners au Bristol côtoyèrent les réunions clandestines dans les salons privés du Ritz, où les robes Dior à 50 000 € servirent d'uniforme pour des négociations qui déterminaient l'avenir de carrières politiques entières. Elle possédait un don rare, transformer chaque événement mondain en opportunité de collecte d'informations compromettantes. Son appartement de 1000 mètres carrés face au Trocadéro était devenu le confessionnal involontaire de l'élite parisienne. Épouse de sénateur, maîtresse de PDG du CAC 40, fils de magistrat, tous venaient chercher sa bénédiction médiatique, ignorant que chaque conversation était enregistrée dans ces fameux carnets codés que j'ai découverts après sa disparition. Ce que je m'apprête à vous révéler va au-delà d'un simple fait divers. C'est l'histoire d'une femme qui a joué avec le feu du pouvoir jusqu'à se brûler, emportant avec elle des secrets capables de faire vaciller les institutions. Car dans le monde de Sofia, la vérité était devenue une monnaie d'échange, et le silence, le prix de la survie. Les 48 heures qui ont précédé la disparition de Sofia restent gravées dans ma mémoire avec une précision douloureuse. Le mercredi 13 novembre, elle avait participé au défilé Chanel au Grand Palais, rayonnante dans sa robe en tweed blanc cassé, saluant les photographes avec cette assurance qui la caractérisait. Pourtant, quelque chose dans son regard ce soir-là m'avait inquiété, une nervosité inhabituelle qu'elle dissimulait derrière ses sourires de façade. Revenue à l'appartement vers minuit, Sofia s'était enfermée dans son bureau, refusant le champagne Dom Pérignon que je lui servais habituellement après ce genre d'événement. À travers la porte, je l'entendais passer des appels en chuchotant, parlant tantôt en français, tantôt en russe, langue qu'elle réservait aux conversations les plus secrètes avec sa mystérieuse marraine moscovite, Irina Volkov. Le lendemain matin, j'avais découvert Sofia debout devant ses baies vitrées, encore vêtue de sa robe de la veille, fixant l'horizon parisien avec une intensité troublante. « Thomas, dit-elle sans se retourner, si tu devais choisir entre ta conscience et ta survie, que ferais-tu » Cette question, posée d'une voix blanche, résonne encore dans mes cauchemars. L'après-midi du 14 novembre avait été marqué par une série d'événements étranges. Sofia avait annulé tous ses rendez-vous, y compris le shooting avec Vogue prévu depuis des mois, prétextant un malaise. Elle avait passé des heures à trier ses affaires, brûlant des documents dans la cheminée de marbre de son salon, geste qui m'avait semblé surréaliste dans cet appartement ultra-moderne. Vers 18h, elle avait reçu la visite impromptue de Jean-Marc Delacroix, député de Paris et ami proche du ministre de l'Intérieur. Leur conversation, que j'avais surprise par fragments, tournait autour de photos compromettantes et d'une deadline de 48 heures. Delacroix était reparti, le visage livide, non sans avoir murmuré à Sofia « Tu ne mesures pas les conséquences de tes actes ». Ce soir-là, Sofia avait organisé un dîner intime avec ses 3 amis les plus proches. Camille de Rothschild, héritière du célèbre nom, Léa Moreau, directrice artistique chez LVMH, et Isabelle Dubois, épouse du magnate de l'immobilier Pierre Dubois. L'ambiance était tendue, les conversations forcées,
Et j'avais remarqué que Sofia touchait à peine à ses plats, préparés par le chef étoilé qu'elle avait fait venir spécialement. La nuit du 14 au 15 novembre, Sofia n'avait pratiquement pas dormi. Je l'avais entendue arpenter son appartement, téléphoner à voix basse, déplacer des objets. Vers 2h du matin, elle était venue frapper à la porte de ma chambre de service, me tendant une enveloppe scellée avec ses initiales gravées en relief. « Garde ça précieusement, Thomas. Si quelque chose m'arrive, remets-la en main propre à maître Catherine Lefebvre, mon avocate. » Le matin du 15 novembre, son dernier matin, Sofia s'était levée avant l'aube pour préparer son live Instagram. Elle portait une simple robe noire Yves Saint Laurent, ses cheveux platines tirés en chignon strict, et ce rouge à lèvres rouge sang qu'elle réservait aux grandes occasions. « Mes chers followers, avait-elle commencé, il est temps de vous révéler certaines vérités que l'on préfère garder dans l'ombre. Ces mots résonnent encore comme un présage funeste. Dans les semaines qui ont suivi la disparition de Sofia, j'ai découvert l'ampleur vertigineuse de son réseau d'informations. Ces fameux carnets codés, qu'elle rédigeait chaque soir dans sa calligraphie parfaite, révélaient un système de chantage sophistiqué touchant les plus hautes sphères de l'État français. Chaque page était une bombe à retardement documentant les faiblesses humaines de ceux qui dirigeaient le pays. Le carnet rouge était consacré aux affaires de mœurs, liaisons extra-conjugales de ministres avec des call girls de luxe, orgies dans les châteaux de la Loire impliquant des magistrats, réseau de prostitution masculine fréquenté par des sénateurs en vue. Sofia avait tout documenté avec une précision chirurgicale. Photos à l'appui, date, lieu, témoignages. Sa source principale était Madame Claude Moderne, une certaine Véronique Santini, qui dirigeait le réseau d'escorte le plus huppé de Paris. Le carnet bleu détaillait les corruptions financières. Pots de vin versés par des groupes pharmaceutiques à des députés européens. Détournement de fonds publics dans la reconstruction de Notre-Dame, marché truqué pour les Jeux Olympiques de 2024. Sofia avait accumulé ses preuves grâce à sa relation avec Antoine Mercier, directeur financier chez BNP Paribas, qui lui transmettait des informations en échange de sa discrétion sur sa propre addiction au jeu. Le plus explosif était le carnet noir, entièrement rédigé en russe. Après l'avoir fait traduire par un professeur de langue slave, j'ai découvert qu'il contenait des détails sur l'influence russe en France. Financement occulte de campagnes électorales par des oligarques, achat d'immeubles parisiens pour blanchir de l'argent sale, infiltration de think tanks et de médias. Sofia était elle-même un maillon de cette chaîne, recevant chaque mois 50 000 € sur un compte offshore aux îles Caïmans. Mais le secret le plus dangereux concernait l'affaire Opération Hermès. Sofia avait découvert qu'un groupe de hauts fonctionnaires, mené par le directeur de cabinet du Premier ministre, organisait des ventes d'armes illégales vers l'Afrique subsaharienne, utilisant les canaux diplomatiques français pour faire transiter les marchandises. Les bénéfices, estimés à plusieurs centaines de millions d'euros, étaient réinvestis dans l'immobilier de luxe parisien. Ces enregistrements audio, stockés dans des puces électroniques dissimulées dans ces bijoux Cartier, révélèrent des conversations accablantes. J'ai ainsi entendu le ministre de la Justice avouer sa relation avec une lobbyiste du secteur pharmaceutique. Le préfet de police de Paris négociait la protection d'un réseau de trafic de cocaïne en échange d'informations sur ses opposants politiques. Sofia utilisait ces informations avec un raffinement diabolique. Elle ne pratiquait jamais le chantage directement, préférant laisser entendre qu'elle savait des choses lors de ses apparitions mondaines. Un regard appuyé, une allusion subtile, un sourire entendu suffisaient à faire comprendre à ses cibles qu'elles étaient à sa merci. Cette méthode lui avait permis d'obtenir des invitations aux événements les plus exclusifs, des interviews avec des personnalités normalement inaccessibles, des collaborations avec des marques de luxe. Le plus troublant était de découvrir comment Sofia avait orchestré la chute de plusieurs personnalités qui l'avaient contrarié. Le scandale qui avait éclaboussé l'ancien ministre de l'économie, accusé de fraude fiscale, était entièrement de sa fabrication. Elle avait manipulé les médias, distillé les informations au compte-gouttes, créé une tempête médiatique qui avait détruit une carrière en quelques semaines. Pour Sofia, c'était un jeu, un exercice de pouvoir qui la grisait plus que toutes les drogues. Pour comprendre la disparition de Sofia, il faut saisir l'écosystème complexe dans lequel elle évoluait. Son salon du jeudi soir, dans son appartement de l'avenue Montaigne, était devenu le rendez-vous incontournable de l'élite française. Ministres, PDG, intellectuels, artistes, tous venaient chercher sa bénédiction médiatique, ignorant qu'ils participaient à leur propre surveillance. L'architecte de ce système était Irina Volkov, la marraine russe de Sofia que j'ai finalement rencontrée 3 semaines après la disparition. Cette femme de 60 ans, élégante comme une tsarine, dirigeait depuis Monaco un réseau d'influence européen d'une sophistication redoutable. Elle avait repéré Sofia à Moscou en 2018, lors d'un défilé de mode où la jeune femme mannequinait pour Versace, et l'avait immédiatement identifiée comme un talent rare. Volkov avait financé l'installation de Sofia à Paris, lui fournissant les connexions nécessaires pour percer dans l'univers de l'influence numérique.
Mais ce mécénat avait un prix. Sofia devait alimenter les dossiers de compromission que Volkov constituait sur l'élite occidentale pour le compte de ces mystérieux commanditaires moscovites. Chaque information récoltée était transmise via des canaux chiffrés à une organisation que Sofia ne nommait que par son code, les collectionneurs. Le système de Sofia reposait sur un savant mélange de séduction et d'intelligence. Ses dîners étaient des pièges dorés où l'alcool déliait les langues et où ses invités, flattés d'être dans son cercle intime, se confiaient imprudemment. Elle avait développé une technique redoutable. Poser les bonnes questions au bon moment, créer une intimité factice qui poussait ses cibles à se dévoiler. Parmi ses amis, les plus précieux figuraient Philippe Moreau, conseiller à l'Élysée et fils d'une grande famille industrielle. Éperdument amoureux de Sofia, depuis leur première rencontre au Festival de Cannes 2021, il lui transmettait sans le réaliser les secrets d'État les plus sensibles. Leur nuit d'amour dans la suite présidentielle du Plaza Athénée était autant d'occasions pour Sofia de photographier discrètement les documents que Moreau laissait traîner. Le juge d'instruction, Pierre Dubois, 58 ans, marié, père de 3 enfants, était un autre pion essentiel de son échiquier. Sofia avait découvert sa passion pour les jeunes hommes lors d'une soirée privée chez un antiquaire du Marais. Depuis, elle lui fournissait discrètement des contacts masculins en échange d'informations sur les enquêtes judiciaires sensibles. Dubois ignorait que ces ébats étaient filmés et archivés dans les coffres-forts numériques de Sofia. La baronne Camille de Rothschild représentait quant à elle la porte d'entrée vers l'aristocratie financière européenne. Cocaïnomane fonctionnelle, elle payait sa drogue avec des informations privilégiées sur les mouvements de capitaux familiaux. Sofia avait ainsi anticipé plusieurs cracks boursiers, permettant à ses commanditaires de réaliser des profits colossaux sur les marchés dérivés. Ce qui rendait Sofia si redoutable, c'était sa capacité à tisser des liens entre toutes ces informations disparates. Elle voyait les connexions là où d'autres ne percevaient que des coïncidences, assemblant les pièces d'un puzzle géopolitique dont elle était devenue l'une des architectes. Son appartement était devenu un laboratoire d'ingénierie sociale où elle manipulait les destins de ceux qui croyaient la manipuler. L'enquête officielle sur la disparition de Sofia a été confiée au commissaire principal Jacques Delorme, un homme intègre de 55 ans qui n'appartenait à aucun des réseaux compromis par les révélations de l'influenceuse. Dès les premières heures, Delorme a compris qu'il se heurtait à un mur de silence et d'obstruction qui dépassait largement le cadre d'une simple enquête de disparition. Les premières anomalies sont apparues immédiatement. Les caméras de surveillance de l'immeuble de Sofia étaient mystérieusement en panne ce matin-là. Les enregistrements du standard téléphonique avaient été effacés et plusieurs témoins potentiels refusaient de témoigner ou changeaient subitement leur version des faits. Le portier de l'immeuble, qui affirmait initialement n'avoir vu personne suspect, s'est rétracté après avoir reçu une visite nocturne de « messieurs très polis ». Delorme avait néanmoins réussi à établir qu'entre 6h et 8h du matin le 15 novembre, 3 véhicules aux vitres teintées avaient stationné devant l'immeuble de Sofia. Les plaques d'immatriculation, relevées par un riverain matinal, correspondaient à des véhicules de service du ministère de l'Intérieur. Quand Delorme avait tenté de vérifier cette information, on lui avait répondu que ces véhicules étaient en maintenance ce jour-là. Version contredite par les factures du garage officiel. La perquisition de l'appartement de Sofia avait révélé un nettoyage professionnel. Tous ses ordinateurs avaient été vidés avec des logiciels militaires, ses téléphones portables avaient disparu, et ses coffres-forts avaient été ouverts par des professionnels sans laisser de traces d'effraction. Seuls restaient quelques indices que j'avais dissimulés. Des copies de carnets cachées dans un double fond de son dressing, des enregistrements audio sauvegardés sur des serveurs étrangers. L'autopsie du téléphone retrouvé dans la salle de bain avait révélé qu'il avait été trafiqué. Le dernier message envoyé, « Je pars me reposer quelques jours, ne vous inquiétez pas », avait été rédigé avec une autre syntaxe que celle habituelle de Sofia. L'expert en cybercriminalité avait confirmé que ce message avait été envoyé depuis un autre appareil, probablement après la disparition effective de l'influenceuse. Delorme s'était alors tourné vers l'entourage professionnel de Sofia. Son agent, Marcus Steiner, avait été retrouvé mort dans sa villa de Saint-Tropez 3 jours après la disparition, officiellement par noyade accidentelle dans sa piscine. Son photographe attitré, David Chen, avait fui précipitamment vers Singapour après avoir reçu des menaces de mort. Sa maquilleuse, Sarah Fontaine, avait été internée d'urgence en psychiatrie après une crise de nerfs suspecte. Les investigations financières avaient révélé des mouvements de fonds extraordinaires dans les heures précédant la disparition. 10 millions d'euros avaient été virés depuis les comptes offshore de Sofia vers des destinations inconnues, et ses avoirs immobiliers avaient été transférés à une société écran basée au Luxembourg. Ces opérations, d'une complexité juridique remarquable, ne pouvaient avoir été organisées que par des professionnels de la finance internationale. Face à ces obstacles, Delorme avait pris une décision risquée.
enquêter officieusement en utilisant ses propres contacts dans la police technique et scientifique. Il avait ainsi découvert que Sofia avait reçu, la veille de sa disparition, la visite de Dimitri Kozlov, un homme d'affaires russe fiché par Interpol pour blanchiment d'argent et trafic d'influence. Kozlov avait quitté la France le matin même de la disparition par un vol privé vers Moscou. 6 mois après la disparition de Sofia, j'ai reçu un message crypté sur une application sécurisée que nous utilisions pour nos communications sensibles. Le message ne contenait qu'une adresse à Gstad et une heure de rendez-vous. Mon cœur s'est emballé. Cette méthode de contact était notre code secret pour les situations d'extrême urgence. Sofia était-elle encore vivante ? Le chalet indiqué, niché dans les hauteurs de la station suisse, appartenait officiellement à une fondation caritative liechtensteinoise. J'y ai trouvé Irina Volkov, plus froide que jamais, accompagnée d'un homme que j'ai immédiatement identifié comme un agent des services russes. « Thomas !» m'a-t-elle dit sans préambule. Sofia a commis une erreur fatale. Elle a voulu jouer dans la cour des grands sans comprendre les règles du jeu. Volkov m'a alors révélé la vérité sur l'opération dont Sofia n'était qu'un pion. Les collectionneurs étaient un service de renseignement russe spécialisé dans la compromission de l'élite occidentale. Sofia avait été recrutée non pas comme espionne, mais comme honey trap sophistiquée, chargée de créer un réseau de chantage sur les dirigeants français. Son succès avait dépassé toutes les espérances, au point qu'elle était devenue indispensable. Mais Sofia avait développé des ambitions personnelles. Elle avait commencé à utiliser les informations collectées pour son propre compte, monnayant son silence auprès de certaines cibles, constituant son propre trésor de guerre. Pire, elle avait menacé de tout révéler si on ne lui accordait pas une part des profits générés par ses renseignements. Elle avait oublié qu'elle n'était qu'un instrument, pas un décideur, avait conclu Volkov. L'ultimatum était venu de Moscou. Sofia devait soit accepter son statut d'agent sous contrôle, soit être retirée du jeu. Elle avait choisi une troisième voie, tentant de négocier directement avec les services français, en menaçant de révéler l'existence du réseau russe. Cette trahison avait signé son arrêt de mort, les intérêts français et russes convergeant momentanément pour éliminer une menace commune. Volkov m'a montré une photo satellite d'un yacht battant pavillon panaméen, ancré au large de la Corse le 15 novembre au matin. Sofia dort maintenant dans 100 mètres de fond, quelque part en Méditerranée. Son corps ne sera jamais retrouvé. Officiellement, elle a choisi de disparaître pour échapper aux pressions. Quelques mois encore, et l'affaire sera classée sans suite. L'agent russe m'a alors tendu une enveloppe contenant 500 000 € en cash et un passeport canadien à mon nom. Votre silence a un prix, Thomas. Prenez cet argent, partez vivre au Canada, oubliez tout ce que vous savez. Vous avez 48 heures pour quitter la France. Si vous tentez quoi que ce soit, vous rejoindrez Sofia plus rapidement que prévu. De retour à Paris, j'ai récupéré les dernières preuves que j'avais cachées et j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. Plutôt que de fuir, j'ai choisi de témoigner, conscient des risques que cela représentait. J'ai remis tous les éléments au commissaire Delorme, qui a immédiatement compris l'ampleur explosive de ces révélations. Ensemble, nous avons organisé la diffusion de ces informations par plusieurs médias internationaux simultanément, espérant que la publicité nous protégerait. Les conséquences ont été immédiates et dévastatrices. 3 ministres ont démissionné dans les 48 heures, une dizaine de hauts fonctionnaires ont été mis en examen et plusieurs enquêtes parlementaires ont été ouvertes. Mais le prix humain a été terrible. Delorme a été retrouvé mort chez lui, officiellement par suicide, une semaine après nos révélations. Quant à moi, je vis désormais sous protection policière, changeant de lieu de résidence chaque mois. Aujourd'hui, en évoquant le souvenir de Sofia Delmar, je mesure l'ampleur tragique de son destin. Cette femme brillante, ambitieuse, qui rêvait de conquérir le monde grâce à son influence numérique, est devenue prisonnière d'un système qu'elle croyait maîtriser. Sa beauté, son intelligence, son charisme, tous ces atouts qui auraient dû la mener au sommet, l'ont finalement conduite dans les profondeurs de la Méditerranée. L'affaire Sofia Delmar révèle les coulisses ténébreuses d'un monde où la vérité se négocie, où les secrets se monnaient, où les consciences se vendent. Derrière les paillettes des réseaux sociaux et le glamour des soirées parisiennes se cache une réalité brutale, où ceux qui savent trop finissent par payer le prix ultime. La démocratie française a tremblé sur ses bases, révélant la porosité de nos institutions face aux influences étrangères. Si je vous raconte cette histoire aujourd'hui, c'est parce que le silence est devenu complice. Sofia mérite que sa vérité soit connue, que son sacrifice ne soit pas vain. La semaine prochaine, je vous révélerai une nouvelle affaire qui va vous glacer le sang. La malédiction des Diamonds, dont les pierres précieuses cachent des crimes parfaits. Une histoire où le luxe côtoie la mort dans les salons feutrés de la place Vendôme.